La piste du téléphone. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir donc voir nous regarder tous les soirs. C'est la soirée de l'information sur le canal 2 Info. C'est votre chaîne internationale d'information en continu, la chaîne que vous regardez sur 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Au sommaire de l'actualité ce soir, la secte islamiste et radicale Boko Haram qui continue de frapper dans la partie septentrionale du pays depuis ce matin. L'extrême nord du Cameroun est attaqué par Boko Haram avec une trentaine de morts déjà sur le carreau, si l'on s'en tient au dernier bilan. La République centrafricaine sera également au cœur de notre débat ce soir, de l'actualité, avec bien évidemment ces deux candidats qui ont été retenus pour le second tour, à savoir Anissé Georges Doleguele et Faustin Archange Touadéra. Sont ces deux anciens premiers ministres de Bozizé qui vont certainement se battre pour le second tour de cette présidentielle qui était prévue pour le 31 janvier, mais dont une nouvelle date a été arrêtée. Nous parlerons de cette nouvelle date au cours de ce programme. Le Burkina Faso également au cœur de l'actualité ce soir avec cet hommage national rendu aux 30 morts et quelques trentaines de blessés à la suite de cette attaque du 15 janvier, attaque de l'hôtel Splendide Hôtel, du café Cappuccino. Nous parlerons également du Gabon, avec ses 872 logements sociaux qui ont été attribués aux Gabonais après un tirage au sort. Le Congo-Brazzaville, la présidentielle du 20 mars qui est annoncée, avec Denis Sassou Nguesso, désigné candidat du parti congolais du travail, la Syrie, avec cette importante réunion de sortie de crise qui a été reportée pour le 29 janvier. Nous sortirons bien évidemment par la Libye où le gouvernement de Toubrouk vient de rejeter le gouvernement d'union nationale et nous en saurons bien évidemment les raisons de ce rejet. Voilà donc pour les grandes articulations de cette soirée, en attendant bien évidemment la revue de presse cybernétique avec Junior au sein. Et pour commenter cette actualité, Falon Tchounia, journaliste spécialiste des questions d'événementiel et de publicité. Bonsoir. Bonsoir, Roger. On est très en forme ce soir. Bien sûr, comme toujours. Voilà, ça se lit sur votre visage. Alors, Guy Fondop, journaliste à Ouest Littoral et un observateur averti des questions de politique continentale. Bonsoir. Bonsoir, Louis Roger. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Catherine Aimé Moukouri, spécialiste de la revue de presse sur Canal 2 International, spécialiste de la page cybernétique, la revue de presse cybernétique sur Canal 2 Info aujourd'hui, dans sa posture d'analyste. Bonsoir. Bonsoir les Roger et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent encore ce soir. Le décor est planté. Commençons tout de suite par le Cameroun avec Boko Haram qui a encore frappé aujourd'hui dans la partie septentrionale du Cameroun. On parle de 3 attaques suicides qui ont laissé sur le carreau une trentaine de morts. Falon Tchounia, décidément, Boko Haram est encore en activité malgré les mesures sécuritaires prises par le gouvernement camerounais. Bien sûr que Boko Haram est toujours en activité, il n'a jamais cessé d'agir, il n'a jamais cessé de frapper dans le nord Cameroun, malgré toutes les dispositions prises par le gouvernement camerounais, malgré également encore toutes les dispositions prises par les populations du nord elles-mêmes. Mais je pense que même s'il continue à frapper, nous ne devrons pas nous décourager, le bilan est assez fort, on fait état de 29 morts. Et n'oublions pas que c'est dans cette même région, dans cette même localité qu'il y a eu 2 femmes kamikazes qui se sont fait exploser le 29 décembre. Et c'est assez récent, les populations du Grand Nord vivent ce genre de scène tous les jours. Mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est de ne pas baisser les bras, continuer à travailler, continuer à identifier les personnes potentielles qui pourront avoir en leur possession des bombes ou des explosifs et ne pas trop s'approcher,
fait l'identification à distance parce qu'on a eu des cas des personnes qui voulaient fouiller les petites et elles se sont fait exploser en même temps. Donc c'est assez risquant ce genre d'opération. Mais voilà, il faut qu'ils continuent et qu'ils sachent que tous les Camerounais sont avec eux et que vraiment on pleure ensemble toutes les personnes qu'on a perdues parce que ce sont en même temps nos frères, nos cousins et nos compatriotes également. Alors Guy Fondop, l'on se disait qu'avec les comités de vigilance mis sur pied, l'on était abri à ces attaques meurtrières de la secte islamiste et radicale Boko Haram, mais l'on se rend compte que c'était sans compter sur d'autres stratégies mises en action par ces terroristes. Oui, et il faut croire, lui, Roger, que jusqu'à présent, on n'est pas encore véritablement compris comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que cette guerre asymétrique fonctionne, en tout cas du côté de Boko Haram. Comment est-ce que les attaques sont planifiées? Parce que on ne viendra pas me dire que ce sont des attaques spontanées sans aucune planification. Non, pas du tout. Ce sont des attaques qui sont organisées dans une logique qu'il faudrait très rapidement comprendre si le Cameroun veut être à mesure, n'est-ce pas, de contrer ces différents attentats dans la partie septentrionale dans le cadre du conflit contre Boko Haram. Mais malheureusement, on voit bien que le renseignement n'est pas encore au cœur de cette guerre asymétrique. On voit le Cameroun dans des actions vraiment avec beaucoup de bravoure sur le terrain, dans des actions militaires, dans le cadre de la guerre conventionnelle, mais on ne voit pas encore le Cameroun monter en puissance dans le renseignement comme cela devrait être le cas. La conséquence, tous les jours, on a encore ces attaques complètement asymétriques, parfois sporadiques, mais toujours aussi meurtrières comme les 28 ou alors les 48 morts qu'on a enregistrés, n'est-ce pas, dans le village Bodo, région de l'extrême nord Cameroun, ce matin. Une région qui est aux prises, qui connaît de ce type d'attaque depuis pratiquement 2 ans maintenant, mais une région qui met jusqu'à présent toujours une armée camerounaise qui n'a pas encore compris le mode opératoire de ces je vais pas dire des groupes, de ces djihadistes, même si aujourd'hui on a quand même, lui, Roger, beaucoup de peine encore à parler de djihadistes, parce que jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu une certaine revendication. On ne sait pas très exactement si c'est encore Boko Haram, parce que ça semble aller véritablement dans un autre côté. Peut-être que nous saurons de quoi il est question avec justement cette montée en puissance du renseignement que nous attendons encore jusqu'à présent. À Catherine Moukouri, une information qui nous donne un peu cette voix lourde, une trentaine de personnes tuées depuis ce matin, toujours par des djihadistes, par des adeptes de la secte islamiste Boko Haram. Peut-être qu'il faudra encore revoir notre stratégie pour ce qui est du renseignement, pour ce qui est de la détection à distance de ces terroristes. Tout à fait, M. Fondop vient de le dire, nos renseignements sont grandement en retard sur Boko Haram, parce que avec ces attaques, ils ont réussi à fausser les dernières analyses de mode opératoire, parce qu'on se disait maintenant, ils procèdent en utilisant des adultes comme kamikazes, ils visent des mosquées, vu que les 2 dernières attaques qui sont arrivées à Gansé visaient des mosquées en pleine matinée, avec des gens qui s'introduisaient tout simplement comme s'ils venaient faire leur prière et après se faisaient exploser au milieu des fidèles. Mais maintenant, on a encore un autre type de mode opératoire qu'on n'a finalement pas compris, et je pense que Boko Haram ne se limite pas à avoir un modus operandi qu'ils vont répéter à chaque fois, mais en faisant une différenciation à chaque fois du mode d'attaque pour être encore plus dans la surprise. Et c'est une situation qui est très grave, puisque au jour d'aujourd'hui, on a près de 1200 personnes qui ont été victimes de Boko Haram au Cameroun. Et c'est alarmant quand on sait la situation qui est au nord maintenant, parce que vous parliez tout à l'heure de comités de vigilance. Il y a eu des problèmes au sein des comités de vigilance qui ont reçu de l'argent des gouverneurs, et cet argent a été détourné. On a demandé à ce qu'ils remettent près de la moitié de la somme aux dirigeants. Certaines autorités se sont donné le droit de prélever de l'argent. Donc, quand vous regardez déjà, ça affecte le système moral de ces équipes, de ces comités de vigilance. Et quand on sait que Boko Haram procède justement par cela, proposer de l'argent aux gens pour leur demander
demandé de joindre leur équipe. Alors, comment est-ce qu'on veut avancer en ayant un certain nombre de comportements? Et il faut aussi ajouter à cela que on ne va pas cracher sur le travail de nos services de renseignement, puisque déjà, ils ont réussi à mettre la main sur certains notables et certains chefs de canton qui sont soupçonnés d'être en lien avec Boko Haram. Donc, on a beaucoup d'espoir en nos services de renseignement et on espère qu'ils feront mieux pour qu'on puisse enfin déjouer l'attaque de Boko Haram. Quittons donc le Cameroun avec ces attaques de Boko Haram pour parler cette fois-ci de la République centrafricaine où Georges Anissé Doleguele et Archange Faustin Touadéra sont donc les deux candidats qui vont rivaliser d'adresse au second tour de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel, ou alors la Cour constitutionnelle a donc confirmé ces deux candidats. Fallon Tchounia, c'était prévisible, mais il fallait juste l'onction de cette institution pour que les deux puissent s'engager véritablement pour le second tour de la présidentielle dont la date a encore été repoussée. Justement, c'était prévisible qu'à la fin du premier tour, on retrouve en tête ces deux candidats, vu qu'ils ont été premiers ministres dans le gouvernement de Bozizé, et même pendant la présidentielle, pendant les campagnes, ils ont reçu le soutien des bozizistes d'un côté et de part et d'autre. Ça prouvait déjà à quel point ils étaient des potentiels favoris, parce qu'ils avaient déjà un soutien assez fort, et ils sont même ceux-là qui ont été en tête de campagne durant la présidentielle centrafricaine. Maintenant qu'ils ont reçu l'approbation de cet organisme-là, maintenant le second tour a été reporté et c'était pas assez surprenant et ce n'est même pas une surprise pour qui que ce soit parce que à plusieurs fois le premier tour a été reporté et même lorsqu'il a été reporté à la date du 30, on se posait encore la question à savoir si effectivement cette élection devait avoir lieu ce 30-là. Maintenant qu'ils sont arrivés en tête de liste, disons voilà, les Centrafricains ont montré comment ils étaient assez heureux de pouvoir pour une première fois passer aux urnes pour choisir le candidat dans un pays où on sait qu'il y a une succession de coups d'État. Ils n'ont jamais, pratiquement jamais manifester ou alors démontrer la volonté ou alors émettre leur vœu de choisir leur candidat. Ils ont eu la possibilité, on le leur a donné. Beaucoup de personnes étaient encore sceptiques sur la question à savoir si les Centrafricains devaient participer à cette élection ou pas. Mais les Centrafricains ont participé massivement, que ce soit les Centrafricains réfugiés à l'extérieur ou alors les Centrafricains qui sont restés sur place. Et je pense que ces candidats qui ont été choisis par la voie des urnes et attendons le second tour afin que l'on puisse savoir qui est réellement le président de la Centrafrique. Alors, nous allons essayer de joindre Ellie Smith qui nous suit depuis les États-Unis pour parler, n'est-ce pas, de ces résultats du premier tour confirmés par la Cour constitutionnelle. Ellie Smith, bonsoir. Certainement, peut-être qu'on va revenir sur Ellie Smith tout à l'heure, qui va certainement réagir en direct donc des États-Unis pour nous donner sa version. Ellie Smith, bonsoir. Allô? Bonjour. Bien évidemment, nous parlons de cette situation en République centrafricaine avec la Cour constitutionnelle qui vient de confirmer Doleguele et Touadéra comme les deux candidats pour le second tour de la présidentielle. Exactement, ce n'est pas surprenant. Bien évidemment, parce qu'on attendait juste que la Cour constitutionnelle confirme. Mais ce qui est surprenant, c'est que le second tour n'aura plus lieu le 31 janvier comme prévu. Oui, je pense que vous-même vous aviez vu que le premier tour était entaché de beaucoup de irrégularités. Je pense que si elle a été prorogée, c'est tout simplement parce que je crois qu'au second tour, ça serait crucial. Il ne faudra pas que les mêmes erreurs qui ont eu lieu au premier tour se répètent au deuxième tour. Bon, en ce qui me concerne, j'ai toujours cru que la transition n'a pas été menée à bon terme, que les élections c'est un peu prématuré, mais les élections ont eu lieu. Je pense qu'il faut, c'est que le second tour ne souffre pas des mêmes erreurs qu'il y a eu au premier tour. Voilà. Et la date des élections pour ce second tour est donc arrêtée pour le 7
et le 10 février, en attendant bien évidemment la confirmation de l'autorité nationale des élections. Exactement. Et je crois que c'est une bonne date parce que ça va permettre à tout le monde de la communauté internationale, le gouvernement de transition, de voir un peu, d'améliorer, comme je dis, de voir les erreurs qu'ils ont commises au premier tour, qu'on ne le fasse plus au deuxième tour et que les deux candidats, ça les donne aussi assez de temps pour fourbir les stratégies et puis aussi voir les alliances qui seront formées. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a les alliances qui vont se faire, il y a les alliances qui vont aussi se faire. C'est important et c'est important pour deux amis qui se retrouvent au second tour. J'espère que le meilleur va remporter. Voilà. Merci Elie Smith. On vient à vous tout à l'heure lorsque nous allons parler du Congo-Brazzaville avec la confirmation de la candidature de Denis Sassou Nguesso qui vient donc de tomber à l'instant même et nous parlons déjà en off. Et tout à l'heure, nous allons vous redonner la parole. Mais pour l'instant, nous continuons avec la République centrafricaine. Guy Fondop, bonsoir une fois de plus. Et surtout, Georges Adissé Doleguele et Faustin Archange Touadéra sont donc les deux qui vont accéder au second tour de cette présidentielle. La Cour constitutionnelle a rejeté tous les recours qui ont été introduits par les autres candidats en lice, ce qui voudrait tout simplement dire que l'autorité nationale des élections a le temps d'écouter les uns et les autres, de prendre en compte toutes les requêtes et de trancher en dernier ressort. Oui, effectivement, mais nous sommes là très exactement dans le scénario initial. Le scénario qui, en principe, devrait aboutir sur, non pas sur une alternance politique en République centrafricaine comme on l'aurait attendu, mais tout simplement à une continuité avec, avec les autres régimes, avec une continuité du régime qui a toujours été, en place là-bas en République centrafricaine, un régime soutenu, bien entendu, par la France qui aujourd'hui gouverne justement ce qu'on peut qualifier, de consultation électorale visant à donner un nouveau président à la République centrafricaine. Donc, ceci me revient tout simplement à penser encore un peu ce soir à notre compatriote et philosophe Achille Bembe, qui a énormément travaillé sur les questions d'alternance politique en Afrique et qui avait conclu dans un travail il n'y aura finalement pas de changement de régime politique en Afrique parce que malheureusement les régimes actuels ont eu le temps d'émettre énormément de métastases. Les régimes ont eu le temps de s'organiser non seulement au plan intellectuel mais aussi au plan financier pour pouvoir perdurer. Et on peut le voir aujourd'hui en République centrafricaine que les hommes, ou alors l'homme qui va gouverner ce pays-là dans l'avenir, à l'avenir ne sera pas un homme sorti de ce qu'on peut appeler la révolution, ou alors sorti d'une autre classe politique, ou alors de la dynamique politique de ce pays-là, mais essentiellement un homme qui, en principe, peut en cacher un autre, un homme qui au préalable aurait montré patte blanche, non seulement aux méthodes de la France-Afrique, mais aussi même à la méthodologie de la France aujourd'hui en matière donc de politique africaine. Alors Catherine Mokouré, une petite réaction après tous ces recours annulés et ces deux candidats. Certainement les jeux des alliances vont contribuer à départager ces deux candidats qui auront véritablement du pain sur la planche au second tour. Eh bien, après cette validation, c'est certainement Martin Ziguélé qui doit l'avoir de travers, lui qui insistait sur le recompte des voix, estimant que certaines régions n'avaient pas été prises en compte lors des votes qui se voyaient justement à ce tour final des élections. Et malheureusement, c'est Faustin Archange Touadéra et Georges Adissé Doleguele qui occuperont ces postes-là. Je pense que parmi eux, bien évidemment, il y a celui qui tient le destin de la RCA. Et il faut qu'on insiste sur le fait que c'est un pays d'une grande sensibilité. Donc, celui qui aura ce poids-là sur les épaules, il devra d'abord se départir de toutes les influences étrangères, ce qui ne sera pas évident pour avancer. Et je pense, sans me tromper, que c'est Faustin Archange Touadéra qui était l'outsider, celui qui n'avait
n'avait pas de formation. Le candidat indépendant. Voilà, qui pour moi représente en fait celui-là qui pourra arriver plus facilement à cette gestion. Pourquoi? Simplement parce que il risque de conduire un gouvernement d'union nationale en cherchant à agripper un peu partout ceux-là qui formeront son gouvernement. Mais je pense qu'entre ces deux-là, il y a forcément le meilleur. Je pense que les deux sont le meilleur de ce qu'il y avait sur cette liste, sans vouloir cracher sur les autres candidats. Et j'espère que ce report ne cache pas autre chose, en fait, et que lors de ces élections, les Centrafricains auront le droit de choisir leur président et que les votes seront bien comptés, qu'il n'y aura pas de demande de recours, d'appel et toute autre chose, et que enfin la RCA aura un nouveau président et un président qui sera digne de remettre ce pays à la hauteur qu'on lui doit. Ils étaient donc 30 candidats en lice pour cette présidentielle en République centrafricaine, avec les deux qui ont franchi la ligne d'arrivée, validée par la Cour constitutionnelle, Archange Faustin Touadéra et Georges Anissé Doleguele. Les élections, le second tour va donc se dérouler entre le 7 et 10 février prochain, contrairement au 31 janvier qui était la date initialement arrêtée. Alors on vient de la voir à l'instant même, c'est Denis Sassou Nguesso qui sera dans le candidat du parti congolais du travail, le PCT. L'information vient de tomber. Alors Ellie Smith, vous êtes toujours en direct avec nous du côté de Washington DC. Alors c'est une information qui ne surprend personne. Et qu'au sein du PCT, il n'y avait pas une possibilité de concurrence. Celui qui devait être concurrent à Denis Sassou Nguesso s'appelle Okomi Salissa. Okomi Salissa a été écarté. Il est aujourd'hui en résidence surveillée. Je pense que Denis Sassou Nguesso va gagner les élections parce que la liste électorale est frauduleuse, parce qu'il a les moyens de l'État, mais Denis Sassou Nguesso aura difficilement, va diriger le Congo d'une manière très difficile. J'ai peur que le Congo risque de devenir un second Burundi, parce que chaque jour, on vole des armes dans les commissariats de police à Brazzaville, à Pointe-Noire et partout dans le pays. Voilà, Ellie Smith qui est toujours en ligne. Je suis toujours en ligne, je voulais encore ajouter en disant que il aura face à lui, je crois, 4 candidats. Il aura face à lui Okombi Salissa, qui était ancien ministre de l'Éducation de base, et aussi l'ancien ministre Brice Parfait Kolila, qui était aussi ancien ministre de la fonction publique. Je crois son éternel rival et concurrent Mathias Ndong. Et il y a un inconnu, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui est en train de diriger les forces africaines ou les forces de l'ONU en Centrafrique. Donc ça serait quelque chose, ça serait pas si facile, vu que le prix du baril de pétrole est en train de baisser et que en termes financiers, pour acheter les concurrents, il n'a pas assez de moyens comme auparavant. Merci Ellie Smith pour cette contribution. Alors Fallon Tchounia, vous avez été au Congo-Brazzaville lorsque la candidature de Sassou Nguesso est annoncée officiellement. Il y a certainement des réjouissances, il y a des contents et des mécontents. Justement, il y a des contents et des mécontents lorsqu'on sait que le PCT est le parti au pouvoir, et puis que c'est un parti qui a quand même un assez important budget financier qui peut battre campagne même dans les zones les plus éloignées du Congo à cause du financement qui vient d'en haut. Et lorsque les autres partis aussi sont marginalisés, lorsque les autres partis, à chaque fois qu'ils essaient d'avoir un meeting, sont battus, sont maltraités, ou il n'y a pas de liberté, ce n'était que prévisible que la candidature de Denis Sassou Nguesso soit annoncée. Et encore que on a malheureusement dans les pays africains l'habitude de voir que lorsqu'on a un parti au pouvoir et que son candidat est président de la République, il est très difficile que ce parti produise un autre candidat, sauf si le président meurt ou alors est gravement malade et décide lui-même de choisir quelqu'un d'autre. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. On a l'exemple à l'étranger des partis au pouvoir qui peuvent produire des différents candidats après un mandat. Mais maintenant, les chefs d'État africains
se prennent pour certains pour des petits dieux qui ne veulent pas partir, qui se disent que le destin de toute une nation leur appartient, qu'aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir, les choses iront bien, et que s'ils ne sont pas là, les choses iront mal. Je pense aujourd'hui que le Congo a des opposants assez valables, comme l'a souligné Elie Smith tout à l'heure. On a Mathianzan, on a Clément Mirassa, Okombi Salissa. Ce sont des personnes qui incarnent aussi quelque part le désir et la volonté du peuple congolais. On a d'un côté plus de 50% de Congolais qui ne voudraient pas que Sassou se représente à la tête du Congo. Mais bon, jusqu'à présent, il a utilisé tout ce qu'il avait en son pouvoir pour pouvoir changer la Constitution et se représenter. Et il était évident qu'après ce travail, ce ne soit pas un autre candidat qui soit choisi à la tête du PCT, mais que ce soit bien évidemment le candidat Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est une campagne présidentielle qui est gagnée d'avance, selon vous, Catherine Moukoury, ou alors Denis Sassou Nguesso devra batailler dur face à ces gros baobabs, entre guillemets? Bon, je ne vais pas dire batailler Dieu, parce que si les données sont faussées d'entrée de jeu, il n'y aura pas de bataille. Il va se faire ce qui se fait d'habitude dans nos pays. Sauf que je me demande où les membres du PCT étaient quand le peuple congolais a créé le mouvement Sassoufi. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ces gens-là qui se sont soulevés contre leur pouvoir? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ou bien nous, à l'étranger, on était juste les seuls à voir cela. Je me souviens encore des chiffres du référendum du président qui donnait 80% de oui contre 19% de non, alors qu'il n'y avait même pas 18% de la population qui s'est présentée aux élections. Donc, quand on a des chiffres comme ça, quand on a des leaders comme ça, on s'attend. Je pense que c'est peine perdue même de s'intéresser aux élections. On perd du temps à en parler parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. Et M. Elie Smith qui soulignait tout à l'heure qu'il y a un concurrent qui a signé à résidence. Si déjà ça commence comme ça dans le parti, on s'attend à quoi? Aux gens qui sont en face, avec qui on ne partage rien du tout, même pas les mêmes idéologies d'un parti. C'est assez décevant et malheureusement, c'est le même scénario qu'il y a dans beaucoup de pays africains. Et j'espère que avec les années à venir, on va réussir à sortir de ce carcan-là. Parlons à présent, voilà, Guy Fondon, vous voulez dire quelque chose rapidement? Quelque chose, oui. Enfin, parce que lui, Roger, il est tout à fait clair que ceci est l'occasion d'inviter le peuple congolais voilà, à ne pas s'entretuer pour une chose qui n'existe pas. On ne peut pas, c'est exactement comme dans le cas de la République centrafricaine ou encore comme le cas de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on est dans un pays où la France a déjà officiellement pris position pour un candidat et lui donne voilà, les moyens depuis le début d'atteindre ses objectifs. Il s'agit bien sûr du candidat Sassou Nguesso qui est au pouvoir. Donc maintenant, quand on regarde même les autres candidats qui se présentent à cette élection, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir un véritable changement de politique parce qu'à côté de Sassou, la France a d'autres hommes politiques qui sont toujours du régime Sassou, du régime qui est en place là-bas aussi pratiquement depuis la période des indépendances. Donc elle peut miser sur un autre candidat en dernier recours au cas où Sassou devenait littéralement impopulaire et toujours arriver à la fin à faire continuer cette France-Afrique-là qui nous gangrène encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien pour que le peuple congolais sorte encore massivement dans la rue pour faire des casses comme ce fut le cas lors du référendum parce que et bien évidemment rien ne changera. Après, ce sera toujours la continuité d'un régime qui dure déjà depuis plus de 50 ans. Donc, je profite de cette occasion pour leur dire eh bien, de faire comme ils ont fait pendant le référendum constitutionnel, de rester chez eux, pourquoi pas, et de laisser ceux-là qui sont pour voilà, le candidat Sassou Nguesso ou alors pour un autre candidat, toujours du bord politique de Sassou Nguesso, de se présenter, voilà, de devenir le futur président et de continuer en attendant le jour, lui, Roger Noidieu, où réellement il y aura ce qu'on appelle voilà, un renouvellement des idées politiques, de la classe politique congolaise avec d'autres figures qui seront davantage des figures populaires qui viendraient à ce moment-là permettre au Congo-Brazzaville eh bien, de devenir véritablement indépendant à travers voilà, un exécutif qui viendra, qui n'aura des comptes à rendre que à la masse et non à une puissance comme c'est le cas en ce moment avec la France. Oui.
Parlons à présent du Burkina Faso avec cet hommage national qui a été rendu aux victimes des attaques djihadistes du 15 janvier dernier. Le splendide hôtel avait été attaqué, tout comme le café Cappuccino, avec bien évidemment une trentaine de morts sur le carreau, une cinquantaine de blessés. Aujourd'hui, c'était l'hommage national. Alors, Falon Tchounia, un hommage national, mais qui n'a pas drainé assez de monde. Justement, un hommage national qui n'a pas drainé assez de monde, peut-être parce que ce n'était pas dans la culture africaine de rendre ce genre d'hommage et que peu de personnes s'attendaient à ce que le gouvernement burkinabé le fasse et ils ont été pris sur le coup et c'est pourquoi effectivement ça n'a pas attiré l'attention. Lorsqu'on sait que dans plusieurs pays voisins, il y a eu des attentats kamikazes, il y a eu des attentats des terroristes et que ces gouvernements n'ont pas pris la peine de rendre un hommage national aux personnes qui ont été décédées et que c'est une chose qu'on observe toujours à l'Occident. Maintenant, beaucoup de gens ont été pris sur le coup, mais peu importe que cela n'ait pas drainé assez de personnes, ça a été une bonne initiative. Le Burkina a pleuré ses morts, a pleuré les gens qui sont tombés, a pleuré les âmes qui sont partis et ont montré encore que plus que jamais ce gouvernement est proche de sa population. Alors, Guy Fondop, il y a quand même eu un très grand dispositif sécuritaire au cours de cet hommage rendu à la nation, comme si les autorités avaient peur d'une autre attaque djihadiste. Oui, et il y a surtout eu, Roger Noitieux, bien entendu, le concours, je veux dire l'assistance de la France qui n'a pas hésité à mettre un certain nombre de moyens. La France. Oui, bien entendu, encore la France, parce qu'il est important de revenir, de profiter. Vous allez dire que je parle d'un seul langage depuis le début de ce programme, mais cela n'est pas, volontaire, parce que quand on regarde le comportement, je vais dire le nouveau déploiement de la France en Afrique, on voit que le modus operandi désormais est unique. C'est-à-dire fait en sorte que la France maintienne son hégémonie dans les anciennes colonies. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Après les attaques, au Burkina Faso, avec un nouveau président de la République qui a été soutenu, on le sait, qui est né de l'ancienne classe politique, ou alors qui est une continuité de cette classe-là qui a toujours gouverné le Burkina jusqu'à aujourd'hui. La France ne pouvait pas laisser ce dernier soit rapidement soumis à rude épreuve juste après son élection. Donc il a été question pour elle d'affermir le mandat le premier mandat de ce dernier en lui apportant l'assistance nécessaire pour pouvoir maintenir la tête haute et sortir de cela. Et d'ailleurs on peut le voir à travers même la mobilisation ou encore les discours de commémoration que c'était vraiment à la française. Et ce qu'on peut aussi saluer en passant parce que ça a permis au peuple au burkinabé aussi de profiter de cet élan-là pour commémorer les disparus, mais toujours est-il que à la fin, ça montre toujours cette nouvelle montée en puissance de la France en Afrique qu'on croyait, une affirmation de la France en Afrique qu'on croyait disparue avec les Sarkozy et ceux qui ont parfois parlé de la mort de la France-Afrique, mais on voit que naturellement, on est vraiment dans les traditions avec la puissance, avec la métropole qui est omniprésente et qui décide toujours de qui va rester ou alors de combien de temps un président restera. Alors, Omar Christian Kaboré et Catherine Mokoré qui affirment haut et fort qu'il va infliger une défaite sanglante aux terroristes. Alors, a-t-il les moyens de sa politique, lui qui vit depuis quelque temps ces attaques des casernes à gauche et des caches d'armes à droite? Eh bien, est-ce que c'est sa politique ou bien c'est la politique française? Là, c'est la véritable question parce qu'on a l'impression que le Burkina ne combat plus seul et ne combattra plus seul, mais avec les forces françaises, étant donné que ce sont elles qui mènent les enquêtes, qui donnent les résultats des enquêtes, qui donnent ceux qui ont perpétré l'attentat, le nombre de morts exact. Et tout à l'heure, vous parlez d'une cérémonie d'hommage qui n'a pas drainé beaucoup de monde. Peut-être, si on veut faire une analyse sur deux angles, peut-être le premier, la peur des Burkinabés d'être victimes encore d'un autre attentat. Comme on sait qu'il y a quelques jours, un dépôt armé a été attaqué. Donc peut-être la peur et de deux aussi, peut-être le fait de ne plus trop se sentir concerné parce que quand vous analysez ce qui s'est passé au Burkina Faso et le traitement des médias, que ce soit français et autres, l'affaire n'a plus été seulement celle du Burkina, c'était des Français
des étrangers qui se sont fait attaquer dans un pays où ils faisaient du tourisme, au point où, lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et des familles, et le gouvernement, pardon, et les familles des victimes au Burkina, alors que les familles sont en train de parler de comment elles peuvent être indemnisées, de comment est-ce qu'il y aura un cimetière commun pour ces victimes-là, le ministre insiste sur le fait que le tourisme doit toujours se faire dans le pays, comme si il fallait d'abord montrer aux étrangers que voilà, vos gens sont morts ici, on va s'arranger à trouver, comme si on cherchait ceux qui ont tué les Français dans cet hôtel, ceux qui ont tué le Portugais dans cet hôtel, ceux qui ont tué, et comme si on s'en foutait un peu des Burkinabés. Donc je me demande si c'est vraiment sa politique ou c'est pour prouver au gouvernement français que voilà, je peux et je vais le faire. Et maintenant, on peut plus parler d'une force, vu que la France a pris à bras le corps le problème. C'est Manuel Valls qui nous donne le nombre de personnes qui sont décédées, qui nous dit exactement le nombre d'assaillants. Donc finalement, ce que le président nouvellement installé vient nous déclarer, ça ne nous sert pas à grand chose quand on sait que après sa déclaration, peut-être le ministre français va demain ou après-demain nous déclarer qu'il va mener une guerre contre ceux-là qui ont perpétré cet attentat au Burkina. Elie Smith, vous êtes toujours en ligne? Alors, nous parlons bien de la situation du Burkina Faso avec cet hommage qui a été rendu aux victimes ce jour, avec toujours le concours de la France et toute la France. Oui, la France est toujours la France. Vous savez, je ne suis pas un fan de Robert Gabriel Mugabe, le président du Zimbabwe, mais il y a 2 jours, il a dit quelque chose qui m'a touché, qui est vrai. Il m'a dit que les pays francophones ne sont pas des pays indépendants, parce que tout ce qui est dans les pays francophones, ça appartient à la France. Il parlait en l'occurrence des minéraux et tout. Maintenant, même en termes de sécurité, c'est la France qui doit assurer, parce que tous ces pays francophones-là ne sont pas indépendants. L'indépendance, c'est seulement de la bouche. Ils réfléchissent toujours vers Paris. Bon, autre chose est qu'il faut aussi qu'on sache que si les gens ne sont pas venus massivement, c'est que les Africains, je crois que c'est Fallon qui a dit, n'ont pas cette notion, pas qu'ils n'ont pas de notion de célébrer ou de penser aux morts, parce qu'on voit quand il y a les funérailles ici au Cameroun, dans les pays bamiliqués, comment les gens adorent, comment les gens rendent hommage aux morts. C'est simplement que les Africains ne respectent pas les individus. Au Cameroun, il vient d'avoir 25 morts. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un du gouvernement camerounais qui a fait quelque chose. Donc, si les Français montrent un intérêt ou les Portugais pour les morts, c'est parce qu'ils savent respecter les morts. Et que ça doit donner une occasion aux pays africains de connaître comment rendre hommage aux gens qui sont morts. Et deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on revoie le système sécuritaire dans nos pays. On doit mettre beaucoup d'argent dans le renseignement, parce que ça ne suffit pas d'avoir les grosses chars et des grosses armes, non. C'est les renseignements qu'il faut et puis investir pour lutter contre la pauvreté. Voilà, Elie Smith, vous restez avec nous. On va parler de la Libye avec ce Parlement de Tobruk qui vient de rejeter le gouvernement d'union nationale. Oui, c'était prévisible, Louis-Roger. Je pense que nous avions parlé de ça l'autre fois, que c'était un peu à l'initiative des Nations Unies, parce que les Nations Unies ou l'Europe occidentale et les États-Unis voulaient avoir un interlocuteur principal. Voilà pourquoi ils essayaient de faire forcer la main pour avoir un gouvernement d'unité nationale. Et nous savions tous bien que ça devait avoir le résultat qu'elle a eu aujourd'hui. Et que ce qui se passe en Libye, c'est la faute des pays occidentaux qu'ils ont voulu. Ils ont bien fait de tuer un dictateur, mais il fallait que, après avoir fait le mauvais travail, essayer d'assurer la stabilité de la Libye. Mais aujourd'hui, la Libye est devenue ce qu'elle est devenue. Elle est devenue instable, elle est devenue le foyer d'exportation d'instabilité. Mais il faut aussi savoir que nous parlons beaucoup de la Libye comme la source de l'instabilité. Nous oublions ce qui s'est passé en Algérie en 91. Et c'est la même chose qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui, là où les États-Unis, la France refusent la bonne démocratie parce qu'ils veulent quelqu'un qu'ils contrôlent, que soit élu au pouvoir. Je crois que ce que Guy Fondop a dit quelque part là-bas en ce qui concerne la Centrafrique. Donc, je ne suis pas surpris de la position du gouvernement de Tobruk.
Merci Elie Smith et surtout très bonne soirée à vous du côté de Washington DC. Merci beaucoup et mes salutations à tout le monde sur le plateau. Voilà, merci. Tout de suite, c'est la revue de presse, c'est la revue de presse cybernétique avec bien évidemment notre ami Junior Ossin et qui pourra me retrouver ici, hein, si possible, voilà, en attendant que Patrick Tchavali se démerde comme il peut pour pouvoir permettre à Junior Ossin de pouvoir intervenir en direct. Junior Ossin, bonsoir. Bonsoir. Vous, Louis Roger. Alors, c'est la revue de presse cybernétique. On y va au pas de course. Alors, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. On commence avec le point.fr qui parle du Gabon, opposition. Les démons de la division, toujours là, à 8 mois de la présidentielle. L'opposition gabonaise, voilà, est loin d'être en ordre unitaire de bataille. Bien, au contraire, ses leaders sont encore à couteau tiré. Le site nous apprend qu'on retrouve le camp de la refondation des institutions et le camp des alliances. Et le point.fr souligne que selon le professeur Pierre-André Kombila, seul un soulèvement populaire pour exiger la transparence électorale pour venir à bout du régime en place est nécessaire. Très rapidement, on va passer à l'Afrique.com pour parler du Sénégal. Un présumé sac à main de femmes porté par un jeune chanteur en flamme le Sénégal. Le site nous apprend que le jeune artiste Wally Seck est pointé du doigt pour avoir porté un sac de femmes dans l'un de ses clips vidéo et que cette manière d'agir est un encouragement à l'homosexualité. Avec le monde.fr ce soir, donne un compte rendu de l'attaque de ce lundi dans la région de l'extrême nord. Le site affiche sur son mur au moins 26 morts dans un triple attentat suicide dans le nord du Cameroun. Le monde.fr nous informe que les attentats ont visé le marché de la localité de Bodo, proche de la frontière avec les bastions nigérians du mouvement islamiste. RFI.fr ce soir, n'est-ce pas, parle de la Syrie. Un attentat au camion piégé a fait au moins 23 mois à Alep. Le site nous apprend que la plupart des victimes sont des combattants du groupe rebelle islamique Ara al-Hacham, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, indique RFI.fr. 19 combattants et 4 civils ont péri dans cette attaque survenue dans le quartier rebelle de Soukari à Alep. Terminons cette revue cybernétique avec le Figaro.fr, c'est au pas des courses. Nous parlons de la France qui inscrit, la France dont le Figaro inscrit son mur. Fusillade à Marseille, un homme retrouvé mort. Le site indique que la fusillade a eu lieu aujourd'hui à 14h15 dans la commune de Bouc-Bel-Air et que selon des sources concordantes, l'individu a été pris en chasse par plusieurs personnes au bord d'un autre véhicule et de multiples coups de feu ont été tirés. C'est tout pour la revue cybernétique. Louis Roger. Merci Junior Ossin. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette soirée de l'information sur le canal de Info. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h15 pour la matinale de l'information.